Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Alors pour rattraper mon retard au niveau du nombre de lectures que j'ai à vous présenter, puisque j'ai environ 25 romans à vous présenter, hein, je vais faire des vidéos point lecture où il y aura un peu plus de romans. Voilà. Et après je reviendrai à 5-6 romans par point lecture, ce qui était un bon chiffre je trouve. Donc là je vais essayer d'être assez rapide parce qu'en fait je dois dans une demi-heure aller chercher Noé chez la nounou, donc comment vous dire qu'il va falloir carburer à mort. Je vais commencer tout de suite avec un audiobook que j'ai fini il y a longtemps. Là, il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps. Il y en a que j'ai fini avant la naissance de Noé. Donc il y a longtemps. L'audiobook que j'ai terminé, c'était Les yeux de Slimane Baptiste Berhoun, ou Baptiste Slimane Berhoun, je ne sais jamais pour son prénom, son double prénom. J'ai pas vérifié avant de vous faire cette vidéo, donc j'en suis désolée pour lui si je me trompe. C'est un thriller fantastique qui est à la base aux éditions de Rajlon, mais je crois qu'il est sorti en poche ou qu'il va sortir en poche. Moi je l'ai écouté en audiobook et j'ai beaucoup apprécié. Alors déjà ce que j'ai apprécié pour l'audiobook en lui-même, c'est que c'est l'auteur lui-même qui raconte l'histoire, donc on est sûr, on va dire, de ses intonations, de comment il veut faire passer les émotions, etc. Puisqu'il connaît, c'est lui qui a écrit l'histoire. Et en plus, il a une très belle voix, très grave, qui est parfaite pour ce genre d'exercice. Donc franchement, il n'y a aucun souci. Vraiment, l'audiobook en lui-même, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de l'histoire, on est sur une histoire qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, après la Seconde Guerre mondiale, tout se passe sur une sorte de deal ou de presqu'île un peu, en tout cas un coin très reculé. Alors je sais pas si c'est en Bretagne ou c'est peut-être pas en Bretagne ou dans le coin là-bas, je ne sais plus. Bref, sur une sorte de presqu'île où il y a un hôpital psychiatrique, anciennement un asile, hein. On a une jeune femme, une jeune parisienne qui se dit élève de Lacan, si je dis pas de bêtises. Alors Lacan c'est un grand psychiatre, psychanalyste. Ouais, c'est ça. Psychiatre, psychanalyste, si je dis pas de bêtises. Psychothérapeute, je ne sais plus. Psy quelque chose. Dit la meuf qui a fait des études de psychologie. Hein. Bravo Pauline, bravo Pauline. Donc elle se dit élève de Lacan. Elle a été envoyée par Lacan pour rencontrer une patiente qui a une pathologie particulière, essayer de comprendre certaines choses. Sauf que va se passer des événements assez troublants et elle va essayer d'en savoir plus au risque elle-même de sombrer dans la folie. On va se rendre compte que c'est pas toujours les patients qui sont les plus fous. Voilà, bref. Je veux pas vous en dire trop parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se développent dans cette histoire. J'ai pas été spécialement super surprise par la fin. Je l'ai plus ou moins vu venir, mais il n'empêche que j'ai beaucoup aimé ce bouquin parce que j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans les asiles, les hôpitaux psychiatriques. Surtout que là en plus c'est pas de l'actuel, c'est vraiment à l'ancienne, donc avec toutes les techniques à l'ancienne où on pensait que faire des électrochocs, trépaner, je crois, trépaner, enfin bref, ouvrir le cerveau, machin, tout ça, ça allait aider les fous à devenir moins fous. En plus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a des personnages secondaires, donc parmi les fous. J'aime pas dire fous, hein. On va dire parmi les malades psychiatriques, hein, parmi ceux qui ont des maladies psychiatriques, qui sont super attachants, super intéressants. Donc je pense que ce qui m'a le plus plu au final, c'est peut-être plus les personnages et leur histoire à eux autour que quoique si, ça m'a plu aussi, mais que l'histoire principale, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé un très bon moment, je vous le conseille si vous avez envie de vous faire un petit thriller spécial hôpital psychiatrique avec quand même du fantastique, hein, c'est pas du contemporain. N'hésitez pas, je pense que vous apprécierez. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que j'ai terminée, alors je vous parle des 2 derniers tomes. Il s'agit de L'Épouvanteur. Alors oui, je parle d'une saga terminée parce que la suite, le tome 14, 15 et 16, voire 17, je ne sais plus, en fait c'est une suite mais qui se passe des années après et la saga principale est en 13 tomes et ensuite il y a une saga spin-off avec des années après avec le même personnage principal, c'est vrai, mais moi je fais la distinction entre les deux. Donc j'ai terminé la saga principale qui est en 13 tomes, j'ai lu le tome 12 et le tome 13. Le tome 12 se concentre sur Alice. Si vous connaissez L'Épouvanteur,
C'est un personnage qu'on rencontre dès le premier tome, hein, donc il n'y a pas de spoil. Bien sûr, je vous dirai pas ce qui se passe dans ce tome-là, comment vous dire que sur 12 ou 13 tomes, même si vous avez commencé la saga, je vais pas vous spoiler. Mais on est sur un tome spécial sur Alice que j'ai pas trouvé ouf, quoi. Le tome d'avant, on était déjà sur un tome hors histoire principale. On était sur un tome, d'ailleurs, on était sur un tome sur Sliver, je crois. Enfin bon, sur un personnage, on sait pas trop ce qu'il fait là. Peut-être qu'on le retrouvera dans l'autre saga, j'en sais rien. Mais voilà, on était sur un autre personnage. Et là, on est sur un personnage... je l'attendais dans un sens, ce tome-là, parce que Alice... je l'appréciais bien, je la trouvais intéressante, même au niveau de son évolution. Et c'était pas ouf, voilà, c'était franchement, on aurait pu largement s'en passer pour moi, voilà, clairement, ce bouquin-là, on aurait pu s'en passer. Pour autant, si vous lisez la saga, ça va être compliqué de ne pas le lire et de passer directement au tome 13 parce qu'il y a quand même des éléments qui vont vous aider, voilà, pour comprendre pourquoi Alice devient comme ça dans le tome 13, voilà. Mais je pense qu'en un chapitre ou 2 chapitres, ça aurait été suffisant dans un tome, vous voyez. Il n'y avait pas besoin d'en faire un tome spécial. Et enfin, le tome 13, donc, qui est la fin de cette histoire-là, que j'ai apprécié, mais en étant un poil déçue, parce que finalement, j'ai trouvé que c'était un peu, vous savez, on a gonflé le ballon de baudruche jusqu'au bout, puis en fait, au moment où il pourrait exploser, donc genre en mode, ah, grosse explosion, mais en fait, vous le lâchez et il part en... Vous voyez? Genre, vous êtes un peu... oh merde, tout ça pour ça, quoi. J'aurais encore préféré que ça explose dans tous les sens. J'ai trouvé, voilà, que c'était un petit peu facile, entre guillemets. Pour le coup, là, on va dire... Le revirement de situation autour du personnage d'Alice, sans vous en dire trop, j'étais en mode un peu... Ouais, quoi? Je comprends pas. Alors... Clairement, je pense que peut-être qu'il y aura des éléments dans la seconde saga, qui a beaucoup moins de tomes, je vous rassure. Mais je trouve ça dommage en gros de finir une saga avec encore pas mal de questions et en mode « Ah bah tu veux savoir la suite, il faut que tu achètes la saga spin-off ». Je préfère qu'on me finisse totalement l'histoire et qu'on fasse une saga spin-off que en mode « Ah 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 ah, il va falloir que tu attendes encore la suite ah, ah. » Et vraiment, j'ai envie de dire... Vraiment tout ça pour ça, vraiment on nous tient en haleine pendant 13 tomes sur une histoire autour du diable, autour de... Voilà, tout ça, pour au final que ça se finisse comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu facile, un petit peu... Voilà. Bon, voilà, j'ai pas été enchantée plus que ça. C'est une bonne lecture, hein, je vous dis pas le contraire, j'étais contente de finir cette saga, mais du coup bah forcément j'ai envie de lire la suite, mais ça c'était prévu au programme. Mais je n'ai pas trouvé cette fin ouf, voilà, c'était passable. J'ai lu sinon Sauveur et Fils, le tome 2 de Mario de Muraille. On continue à suivre Sauveur et son fils, j'allais dire Hippolyte, mais c'est pas Hippolyte, c'est Lazare, voilà. Son fils de 9 ans, Lazare. J'ai beaucoup aimé encore une fois les thématiques abordées. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, Sauveur est psychologue, hein, donc il rencontre ses patients et on voit un peu tout ce qu'on peut voir en fait dans les personnes qui viennent voir un psychologue. Et non, ce ne sont pas des personnes folles qui vont voir les psychologues. J'entends encore des personnes dire « Oh, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue, je suis pas fou ». C'est pas ça, hein. Des fois c'est ponctuel, on a besoin d'aller voir 3, 4, 5 fois quelqu'un pour aller mieux parce qu'on a des choses à dire et que le psychologue c'est quelqu'un de neutre. Je vous dis pas que tous les psychologues sont bons, vous avez toujours un risque de tomber sur quelqu'un qui vaut rien, mais il faut pas hésiter à en tester d'autres, hein, tout simplement, et une personne qui vous conviendra. Voilà. J'ai envie de dire que c'est un peu vrai aussi pour n'importe quel autre personnel, enfin médecin. Un psychologue n'est pas médecin, mais ça serait pareil si vous cherchiez un médecin généraliste, il y en a peut-être un qui vous conviendrait pas et un autre oui. C'est voilà, il faut pas hésiter à en tester plusieurs, hein, j'ai envie de dire, entre guillemets. Bref, encore une fois, j'ai adoré, je trouve que c'est très joliment écrit, que ça aborde les thématiques d'une belle manière, et comme à la base c'est quand même pour un public plutôt adolescent, jeune ado, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'est pas trop cash, et en même temps ça dit les choses sur différentes pathologies, ou
différentes situations compliquées comme la séparation, comme voilà, la dépression, enfin etc. etc. Enfin, dépression c'est une maladie, hein, mais une maladie psychiatrique, mais c'en est une, voilà, c'est pas une situation en soi. Bref, je me perds, je vous conseille vraiment cette saga. J'ai le tome 3 et 4 qui m'attendent et j'ai très envie de les lire, mais j'essaie de les faire patienter parce qu'en fait, vraiment c'est une saga coup de cœur pour moi. Et puis ça aborde aussi la thématique de YouTube, c'est vachement contemporain, alors c'est sûr que si vous lisez ça dans 20 ans, ça n'ira plus du tout. Mais actuellement, ça va vous rappeler plein de choses et je pense que pour des ados, ils vont s'y retrouver, clairement. Par contre, je pense que oui, c'est le genre de bouquin qui vieillit mal du coup, à mon avis. J'ai fini une autre saga, en plus de l'épouvanteur, j'ai fini Grisha. Donc avec le tome 3, l'oiseau de feu de Leif Bardugo. Alors Grisha qui a été une... Alors je pense que c'est vraiment sur les trois le tome que j'ai préféré. Ça a été une bonne lecture. Encore une fois, la trilogie Grisha n'est pas à la hauteur de Six of Crows, qui est dans le même univers mais qui se passe bien après Grisha. Pour autant, c'est vous qui voyez. Si vous voulez lire les livres de manière chronologique, sachez que il faut pas vous arrêter à Grisha en vous disant ah, c'était pas génial, je vais pas lire Six of Crows parce que c'est 3 fois mieux Six of Crows. Soit vous vous dites je lis ce qu'il y a de meilleur en premier et après je lirai l'histoire qui se passe bien avant. C'est pas du tout les mêmes personnages, hein, je vous le dis tout de suite. Soit vous lisez de manière chronologique mais ne vous arrêtez pas à Grisha. Voilà, si vraiment vous accrochez pas à Grisha, tentez quand même Six of Crows. Donc j'ai bien aimé, ça permet de clôturer cette histoire. Bon, la fin, je m'y attendais et en même temps j'avais pas envie que ce soit cette fin là, mais je m'y attendais. Bon voilà, j'ai pas été franchement surprise. Après voilà, c'est une bonne lecture, je trouve que c'est vraiment... Vous voyez par exemple pour des adolescents qui voudraient se lancer dans la fantasy, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que c'est pas trop, ça en demande pas trop, c'est pas trop plein de détails, plein de choses qui pourraient être compliquées des fois comme dans la fantasy adulte. Vraiment un adolescent qui veut se lancer dans la fantasy, Grisha c'est pas mal, moi je trouve. Après, quand on a l'habitude de lire un peu de fantasy, ou même quand on lit, parce que moi j'ai lu d'abord Six of Crows, on est un peu déçu. Mais ça passe bien, ça se lit vite, j'ai pas eu de soucis, et je vous dis, j'ai trouvé plus intéressant finalement ce tome 3. Mais disons que voilà, la fin je m'y attendais et en même temps c'était pas vraiment la fin que j'aurais espéré. Mais je m'y attendais. J'ai lu, alors ceux-là je les ai achetés, je vous les ai présentés en bouquet, je les avais achetés au salon Fantasy en Beaujolais, donc mi-novembre. J'ai lu le premier tome du cycle des âmes déchues, donc Le mal en la demeure de Stéphane Soutoul. Bon, ça s'est lu extrêmement vite. Une histoire de vampire dans un univers un petit peu dandy, vous voyez, carrément dandy en fait j'ai envie de vous dire. C'était sympa, mais c'est pas ouf en fait. Alors je sais que c'est pas le meilleur le tome 1, je crois qu'on m'avait dit que le meilleur c'était pas le tome 1, donc je m'inquiète pas, j'ai les 2 tomes, en plus ils sont très courts donc je lirai les 2 autres tomes. J'espère que les 2 autres tomes seront beaucoup plus... c'est pas beaucoup plus sympa parce qu'il a été très sympa à lire, hein, je vais pas vous mentir, j'ai passé un bon moment, mais j'en attendais un petit peu plus et ça m'a pas transcendé, voilà. Donc j'espère que les 2 autres tomes seront un peu plus... waouh, voilà. Je pense que le problème dans ce tome 1, c'est le personnage principal, ou les personnages principaux, on va dire donc l'homme qui s'appelle Gérald, voilà, Gérald et Marion, donc la jeune femme, mais c'est surtout Gérald avec lequel j'ai eu du mal. Je trouvais qu'il faisait un peu ouin ouin ouin, vous voyez, j'ai pas accroché à sa personnalité du tout, donc c'est compliqué, et pour moi en tout cas c'est toujours compliqué d'accrocher à un livre et à une histoire quand j'accroche pas du tout au personnage principal et quand les personnages secondaires me transcendent pas non plus, vous voyez. Et comme il n'y a pas 15 000 personnages, parce que c'est vraiment un peu en huis clos dans cette histoire, vous avez en fait en gros 3-4 personnages à tout péter, bah c'est compliqué quand vous n'en avez pas un seul qui vous accroche et qui fait que vous vous dites « Oh, voilà ». Alors, je m'inquiète pas pour la suite parce qu'en fait, chaque tome c'est un personnage différent. Donc je ne suivrai pas Gérald dans le tome 2, on suit un autre personnage.
Donc du coup je m'inquiète pas trop. Voilà, je me dis que justement peut-être que ce sera plus sympa les autres tomes parce que j'accrocherai plus au personnage. Voilà. Après, au-delà de ça, très sincèrement, j'ai passé un bon moment quand même. Si vous avez envie de lire une histoire un peu de vampire dandy, un peu on va dire dans le style, mais enfin, de ce tome 1 ça équivaut pas, mais un peu dans ce que fait Anne Rice en fait, bah n'hésitez pas. C'est très sympa. Et c'est aux éditions du Petit Caveau. Et moi, quand je les ai achetés, il y avait une offre dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez en salon et qu'il y a les éditions du Petit Caveau. N'hésitez pas, je suis sûre qu'il y a encore l'offre. Et sinon, bah, regardez sur leur site internet. Quoi qu'il en soit, c'est une maison d'édition. Si vous aimez les vampires, mais quand je vous dis vampires, ne cataloguez pas immédiatement Twilight. Hein. C'est vraiment... il y a différentes sortes de vampires. D'ailleurs, ils ont plusieurs collections. Si vous aimez les vampires, allez-y. Franchement, allez-y, allez vers cette maison d'édition, ils sont spécialisés là-dedans et ils font de très très bons ouvrages. Et c'est même pas un service presse. Ouais, une déception. Une déception et je suis de plus en plus déçue par ces tomes. Il s'agit de La Meute Mercure, le tome 3 de Susan Wright, donc c'est la saga spin-off de La Meute du Phénix. Et je me rends compte de lecture de tome en tome que j'accroche de moins en moins. Alors surtout La Meute Mercure, voilà, j'arrive pas... J'avais beaucoup aimé quand même le tome 1, mais alors le tome 2 et 3, bof. Donc je suis assez mitigée. La Meute du Phénix, vraiment, c'est pareil, je crois que le dernier tome m'avait pas transcendé non plus. J'ai un peu peur de... Voilà, de me dire que plus ça va aller, soit c'est plus du tout ma came, soit c'est vraiment de moins en moins bon entre guillemets, et du coup ben peut-être qu'à un moment ou un autre je vais arrêter, je ne sais pas. Pour le moment je continue, j'ai un tome là de La Meute de Phénix dans ma pile à lire, il y a le tome 4 aussi qui sort de La Meute Mercure dans quelques mois. Je vais essayer de continuer et on verra, mais à un moment donné... En fait j'ai envie de continuer jusqu'à... Enfin surtout pour La Meute du Phénix, jusqu'à un certain personnage. Je sais plus d'ailleurs son prénom, mais bon, c'est même pas encore lui qui sort bientôt, donc peut-être l'année prochaine. Et je pense qu'après je m'arrêterai sûrement. Ou peut-être que l'auteur s'arrêtera là aussi dans sa saga. On verra. En tout cas, La Meute Mercure, c'est des métamorphes, c'est de la fesse. C'est quasiment que ça. Hein, c'est quasiment que ça. Et là, ça fait plusieurs tomes où l'histoire principale, enfin on va dire le fil conducteur, m'intéresse pas des masses, les personnages sont pas très intéressants, ils se ressemblent tous d'un tome à l'autre, et du coup je commence vraiment à saturer. On continue sur une autre déception, qui est un service presse, comme quoi on peut recevoir en service presse et ne pas tout aimer, hein. Il s'agit des Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, donc des éditions Lumen. Alors, magnifique couverture, résumé qui me donnait grave envie. Et j'étais assez déçue par cette lecture parce qu'au final, j'ai trouvé ça très long. Voilà. Et je me suis dit, c'est quand même une lecture a priori pour des jeunes ados, hein, puisque le personnage principal a, je sais plus, 12-13 ans, un truc comme ça. L'idée aurait pu être très sympa, mais alors pareil, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au personnage principal et même au personnage secondaire. Il n'y en a pas un seul qui m'a vraiment beaucoup plu. Et l'histoire est très longue à se mettre en place, il y a beaucoup de détails au début et je me suis vraiment posé la question en mode mais du coup, alors moi si en tant qu'adulte je trouve ça long et trop détaillé et ça manque on va dire d'action, en plus les personnages sont pas super agréables, enfin agréables à suivre, mais un ado, est-ce que vraiment il va accrocher à ce bouquin là? Je suis pas sûre. Vous voyez, alors je sais pas s'il y a eu beaucoup d'avis, j'ai pas trop vu, je sais pas s'il y en a qui ont vraiment adoré, j'ai vu quelques avis très positifs, tant mieux, hein, soit dit en passant. Moi je vous avoue que, alors ça n'a pas été une mauvaise lecture, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais j'ai pas été du tout transcendée, c'est le cas de le dire, et je ne demanderai pas et je n'achèterai pas la suite, voilà. Donc je pense que je le mettrai certainement en boîte aux livres ou un truc comme ça. Mais voilà, j'ai pas été... Voilà, bon, ça n'a pas marché sur moi. C'est des choses qui arrivent. Bon, ça marche toujours sur moi. C'est Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell. On est sur de l'urban fantasy, avec une sorcière. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des sorciers.
Là c'est surtout avec les sorciers, enfin les sorcières, sorciers, voilà, les magiciens, etc. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, voilà, je passe toujours un très bon moment, j'aime beaucoup le personnage pour le coup de Cassandra O'Donnell, de Rebecca Keane, qui est un personnage un peu à côté de la plaque parfois, et surtout très, très cynique, voilà, avec un humour noir, etc. Je l'aime beaucoup, donc voilà, encore une fois, alors l'histoire est super intéressante. Pour le coup, dans ce tome 3, il se passe 15 000 trucs, c'est le cas de le dire, il se passe 15 000 trucs, mais j'ai vraiment adoré, voilà, et j'ai très envie de lire le tome 4, surtout que si je dis pas de bêtises, l'autrice finit sa saga cette année et nous sort le premier tome du spin-off de cette saga avec le personnage de Leonora qui est la fille de Rebecca Keane. C'est pas du tout un spoiler puisque dès le premier tome en fait sa fille existe déjà, elle a déjà une dizaine d'années je crois, donc c'est pas un spoiler hein, du tout, mais du coup j'ai envie de rattraper un peu mon retard. Voilà, donc je vais essayer de me procurer le tome 4 en occasion. Et je vous conseille, c'est une saga française, d'une autrice française, d'urban fantasy. Et pour le coup, si vous êtes un peu allergique à la fesse, il y en a très peu. Voilà, sincèrement, assez peu et pas détaillé. Donc ça devrait pas trop vous gêner pour ceux qui sont allergiques à la fesse. Voilà. Mais je vous conseille fortement parce que moi je passe toujours un très bon moment. Et je finis sur un roman que j'ai adoré. Et je pense que je peux déjà vous dire qu'à mon avis je voterai pour lui pour le PLIB 2020. Il s'agit du garçon qui est la ville qui ne souriait plus de David Brie aux éditions Lynx. Alors déjà on en parle de cette couverture magnifique, hein, je vous l'ai présentée en book haul. En plus encore à l'intérieur on a en noir et blanc, voilà, la couverture comme ça. Donc c'est de Mélanie Delon, hein, l'illustratrice. Et bon ça c'est un petit plus, alors vous l'aurez pas vous mais nous on a eu le droit, pour ceux qui l'ont reçu en service presse, à une petite nouvelle voilà, qui se passe après l'histoire, enfin quelques années après. On est sur une histoire qui se passe dans les années 1800-1850 à peu près je crois. En fait il a été décidé que toutes les personnes qui avaient un pet de travers au niveau physique, ouais, au niveau physique et autres, en fait toutes les personnes différentes, étaient envoyées en fait sur comment dire, la presqu'île vers Notre-Dame si je dis pas de bêtises, en fait à la cour des miracles tout simplement. Donc dès qu'il y a un pet de travers au niveau physique ou maladie mentale ou homosexualité ou voilà etc, tous les gens différents, bam, on les met de côté, on n'en veut plus dans la ville pour qu'elle soit propre, etc. On va suivre un jeune homme qui est issu d'une très bonne famille, mais qui sait, lui, qu'il est différent et que si ça se sait, il va se retrouver, voilà, en gros, expulsé de chez lui. Et ça le travaille beaucoup parce qu'à la fois, il a très envie de dire, parce qu'il se sent mal dans sa peau, de ne pas dire sa différence. Il a besoin de le dire pour se sentir lui-même. Et en même temps, il n'est pas sûr de supporter de se retrouver tout seul à la cour des miracles avec tous les autres. Et il est un peu pris entre ces deux choses-là, surtout qu'il aime quand même sa famille. C'est compliqué pour lui, mais il va se rendre compte de quelque chose. Il va apprendre en fait que le gouvernement, qui est tenu par les instances religieuses, hein, veut plus ou moins se débarrasser de tous ces personnes différentes, ces anormaux, je crois qu'ils les appellent comme ça, parce que c'est la police de la norme, donc je crois qu'ils les appellent les anormaux, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me souviendrai plus du terme exact, mais voilà. Et il va être partagé, est-ce que je les aide parce que je me retrouve en eux, parce que moi-même je suis différent, ou est-ce que je ne les aide pas parce que je ne veux pas qu'on prenne le risque que quelqu'un sache que je suis anormal. Voilà, je suis anormal. Bon, clairement, dans tout ce débat intérieur, il va faire un choix et va s'en suivre en fait l'histoire et l'action. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, très sympa. Vraiment, ça se lit tout seul. J'ai passé un super moment. J'ai accroché au personnage principal qui s'appelle Romain parce que je l'ai trouvé très humain. C'est-à-dire que souvent on a des personnages où on se dit oui, bah, d'un claquement de doigts il décide d'être un super héros ou en mode oui je vais sauver tout le monde, oui moi je suis différent et je l'assume.
mais on sait très bien qu'assumer d'être différent c'est pas aussi évident que ça, et ce que j'aimais c'est qu'on est vraiment, voilà, on est vraiment, on comprend, moi j'ai compris son débat intérieur en mode, en même temps j'ai envie d'assumer ma différence, et en même temps c'est compliqué parce que j'ai pas envie d'être expulsée de chez moi, qu'on me monte du doigt, etc. Et pour ça j'ai trouvé très très humain, très bien écrit, donc j'ai beaucoup accroché à Romain. J'ai bien aimé les autres personnages, que j'ai trouvé très sympathiques. J'ai trouvé que l'action, franchement c'est une action qui va qui est assez rapide, mais où on comprend tout, et du coup on mange le livre, et à la fin on en voudrait presque plus, mais il en faudrait pas plus. Je pense que ça serait dommage d'en faire plus. Pour moi, vraiment je crois que c'est un one shot, hein. Pour moi, il en faudrait pas plus. C'est un peu comme un bonbon unique, et du coup on l'apprécie comme ça aussi, même si des fois on se dit ah j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Non, non, il vaut mieux je pense laisser son imagination faire le reste, et garder ce bonbon en one shot et pas en saga. Ça serait dommage, sinon il y aurait trop de risques du coup de faire quelque chose qui soit moins bien. Voilà, moi j'aurais trop peur que ça devienne moins bien après par la suite. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'écriture de David Brie, que je lirai, c'est sûr, je lirai d'autres choses de lui. Et puis en fait tout simplement ça a beau se passer dans les années 1800 au 19e siècle, donc clairement on s'y retrouve totalement avec ce qu'on peut vivre actuellement, avec des personnes homophobes, racistes, antisémites, etc. Islamophobes, tout ce que vous voulez, qui eux voudraient expulser tous ces gens, voire les tuer pour certains, etc. L'horreur quoi. Et vraiment ça fait réfléchir sur ça, clairement. Et on se dit, ce qui change c'est l'époque, ce qui change c'est peut-être le lieu, la façon de faire, mais au final il y a des mentalités qui sont les mêmes dans ce bouquin que des personnes qui sont peut-être plus ou moins proches de vous aussi, hein. J'ai envie de dire, on en connaît presque tous. Mais du coup ça fait réfléchir, ça rappelle l'actualité, ça rappelle le monde contemporain, tout en ayant ce côté, comment dire, du coup réécriture historique en fait. C'est ça en fait, c'est une sorte d'uchronie en quelque sorte, et moi j'ai adoré. Voilà, je trouve que ça s'est lu ultra rapidement. Je pense très sincèrement qu'il fera partie des romans pour lesquels je voterai pour le PLIB 2020, parce que j'ai passé un super moment, et que voilà, alors je ne sais pas, je vais lire très certainement d'autres choses cette année, mais en tout cas actuellement je vous le conseille 1000 fois parce qu'il est top. Voilà, il est vraiment top, donc merci aux éditions Lynx qui me l'ont envoyé en service presse parce que je l'ai adoré. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo point lecture. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.